Ma première question était de voir comment les régions utilisent les nouvelles compétences, comment les régions utilisent leurs nouvelles compétences pour restructurer les avantages fiscaux existants. Et, M. Carnot, vous avez abordé directement ou quasi directement le sujet. Je voulais vous demander, en fonction de ce que vous voyez apparaître comme réforme au niveau de la Wallonie, ce qu'il en est. Un petit topo. À titre d'introduction, oui, je dirais que la fiscalité immobilière est quand même un peu malmenée depuis quelques années, tant au niveau fédéral que régional. Je parlerai du transfert aux régions du bonus logement, oui, et donc sa transformation, pas toujours à l'avantage des candidats bâtisseurs au niveau des régions, en tout cas au niveau de la région wallonne. Ça, je reviendrai sur l'avis mitigé du nouveau chèque logement. Les primes à la rénovation ont diminué, la déductibilité fiscale des travaux économiseurs d'énergie au niveau fédéral a disparu, sauf pour la toiture. La tranche réduite de TVA réduite sur la construction neuve au niveau fédéral a également été supprimée. Le taux de TVA réduit pour la rénovation a été relevé à 10 ans. Donc c'est une série d'outils fiscaux, et je mélange régional, fédéral, je mélange construction neuve et rénovation. Tout dans tout, la fiscalité immobilière était malmenée. Le résultat, sur le terrain, en Flandre, qui est une région forte, ne s'est pas trop fait sentir. Je pense que la Flandre reste, en termes de permis d'urbanisme, reste assez costaud en termes d'activité dans la construction et la rénovation. On ne peut pas en dire autant en Wallonie, où depuis 2008, on observe un recul continu du nombre de permis octroyés en construction neuve. On était à 15 000 logements autorisés en 2008 en Wallonie. On est descendu à 9 700 aujourd'hui. C'est une baisse de 38% en 10 ans. Je ne sais pas quel secteur dans la vie économique a perdu 38% de sa production. Je parle donc de la construction résidentielle neuve en Wallonie, avec une perte de 14% rien que la dernière année 2016. Et donc on s'attend à des pertes d'emplois en 2017 en Wallonie dans la construction résidentielle. Et même la rénovation, pourtant les besoins sont énormes. Le gouvernement wallon évalue à 63 milliards d'euros les besoins en rénovation du parc. Même là, on n'observe pas de hausse. C'est vrai que, je l'ai dit, les primes ont diminué. Et donc, je dresse quand même un constat. Disons que je tire le signal d'alarme. Le gouvernement wallon fait le maximum qu'il peut avec les moyens réduits dont il dispose, mais je pense qu'il est grand temps de mener une réflexion sur les soutiens à la construction. La construction, c'est le... Pardon ? C'est un frein politique, octroyer des permis. Il y a plusieurs raisons à la baisse de la construction en Wallonie. Il y a d'une part la fiscalité qui est moins incitative qu'avant, notamment le chèque habitat qui est moins incitatif que le bonus logement. Il était trop la dégressivité du chèque habitat par rapport aux revenus fait que la cible principale maintenant c'est les revenus modestes. Mais les revenus modestes, les banques ne leur octroient quand même pas de crédit hypothécaire. Donc la réforme du bonus logement en chèque habitat, quelque part, rate sa cible dans la mesure où les classes moyennes qui avant bénéficiaient du bonus logement et avec un effet sur ça portait l'activité économique. Maintenant que le bonus logement s'est plus recentré, on peut comprendre a priori la démarche sur les revenus modestes, c'était généré au départ comme démarche,
Mais vu la frilosité bancaire, qui est un autre gros facteur de la baisse de la construction immobilière, vu la frilosité bancaire, les banques n'octroient plus de prêts aux revenus aux ménages modestes, et avec encore des nouveaux tours de vis annoncés, le chèque capital n'est octroyé qu'après octroi d'un prêt hypothécaire. Donc cette réforme est un des facteurs du fait que les jeunes ménages wallons ne savent plus accéder au logement. Bon, il y a également le quatuple, le code de l'urbanisme, qui est un gros frein notamment un fameux problème de ce côté-là aussi. Oui. Il y a le coût de la construction, le coût des terrains, qui a augmenté en Wallonie aussi, moins qu'en Flandre. Donc les banques trop frileuses, le coût de la construction neuve, notamment sous l'effet des exigences énergétiques, le coût des terrains, l'urbanisme, je l'ai dit, et alors la fiscalité immobilière qui, vu les difficultés financières de la région wallonne, sont moins généreuses qu'avant. Tout dans tout, eh bien, en 10 ans, la production résidentielle a baissé de 38% en Wallonie, avec une accélération en 2016, accélération à la baisse. Oui, je voudrais y ajouter effectivement donc, le nouveau régime chèque habitation. C'est non seulement le fait que c'est dégressif, mais également c'est limité de le temps. C'est limité à 20 ans. Oui. C'est uniquement pour une maison unique. Oui. C'est aussi une différence avec la Flandre. Donc il y a pas mal de différences défavorables quelque part en comparant ce système avec la Flandre. Donc, indirectement, ceux qui ont les moyens sont quelque part poussés, si vous voulez, à acheter leur bâtiment plutôt à l'autre côté de la frontière linguistique. Alors là, je voudrais peut-être mettre l'accent sur quelque chose qui est important. On a parlé de la 6e réforme de l'État. On ne peut évidemment pas perdre de vue que le modèle belge est celui d'un fédéralisme par dissociation, à l'inverse de nos amis suisses, par exemple, ou des Allemands. Et donc on a un morcellement systématique et progressif des compétences. Chaque région se sent évidemment à chaque fois un petit peu plus puissante dans ce qu'elle fait, sauf que, et vous mettiez l'accent là-dessus dans votre intervention, lorsque la région va devoir utiliser ces nouvelles compétences, elle devra avoir égard au principe qui est inscrit dans les lois de réforme institutionnelle de l'Union économique et monétaire, et les mesures qu'elle devra prendre devront respecter un principe de proportionnalité. Donc on voit très bien que les régions sont malgré tout placées dans un régime de liberté surveillée, car s'il devait y avoir un décret flamand ou une ordonnance bruxelloise qui prendrait des mesures radicales en termes fiscaux et qui créerait une véritable distorsion de région à région avec le phénomène que vous illustrez et qu'on a vécu déjà à l'époque avec les bureaux, eh bien il pourrait y avoir des recours contre la Cour constitutionnelle. Et la Cour est déjà intervenue à l'époque par le passé pour censurer une taxe que les Wallons avaient mise sur l'exportation de l'euro minéral. On ne parle pas d'eau minérale ici, mais ce principe, je pense qu'on ne peut pas l'ignorer. Donc il y a une liberté pour les régions, mais une liberté surveillée. D'accord, merci. Oui. Je voudrais dire également, à contrario, mais tout en accompagnant l'idée de M. Kernois, c'est que d'un autre côté, nous vivons une époque où les taux sont historiquement très bas, avec une banque centrale qui bénéficie de taux négatifs, et donc les banques, et ce de manière très durable. Ce qui aurait eu tendance, si les banques ne mettaient pas un frein naturel à ne pas octroyer tous les crédits, à une hausse des prix et créer une petite bulle spéculative comme l'Espagne ou comme les États-Unis, la fameuse qui a créé par après la crise des subprimes. Donc quelque part, cette sagesse des banques de ne pas octroyer des crédits sur les prix du marché, vu que le taux était durablement bas, et donner un accès plus facile au crédit, est-ce qu'il n'a pas indirectement, d'une part, gardé le marché de l'immobilier plus sain, il y a des prix finalement raisonnables, d'une part, et d'autre part, pour reprendre un petit peu sur la 6e réforme de l'État et les questions d'une distorsion, moi je pense que les chiffres, je pourrais vous en citer quelques-uns avec des exemples simples, qu'il y a déjà une certaine distorsion. Pour 3 ménages, un en Flandre, un en Wallonie et un à Bruxelles, pour la même habitation, la réduction va de 12 000 € à 1 500 €. Donc il y a quand même une fameuse distorsion et des incitants bien différents qui, effectivement, ne nécessitent pas de saisir la Cour européenne constitutionnelle d'abord, parce qu'il y a une concurrence ou un conflit déloyal qui est créé entre les régions. Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'heure actuelle, nous avons d'une part un marché plutôt stabilisé et de l'autre côté, une fiscalité tout à fait non harmonisée. Et c'est ces deux points qui n'arrivent pas à converger. D'accord. Monsieur Carré ?
Oui, moi je souscris évidemment le point de vue de M. Carnoy qu'il vient d'énoncer. Ce que j'aimerais vouloir dire également, c'est que ce que je trouve dommage, c'est que le neuf est devenu un produit de luxe. Donc avec cette TVA de 21%, l'accessibilité au logement est devenue vraiment quelque chose de problématique, et devoir constater que les jeunes ménages n'ont plus la capacité, même les jeunes ménages où les deux ont un bon boulot, travaillent, n'ont plus la possibilité d'acheter un logement neuf, je crois qu'il y a une grosse crise et ce n'est pas normal. Donc en tant que secteur, nous réfléchissons aux possibilités pour rendre l'accessibilité du logement neuf possible. Donc il y a des grands challenges, il y a le retour dans les villes, l'explosion démographique, il y a le vieillissement de la population, il y a les familles recomposées. Donc je crois qu'en tant que secteur, on doit prendre en responsabilité, voir quelles sont les possibilités. Et donc il n'y a pas 20 000 solutions. Donc il faudra construire plus petit, il faudra réduire la taille des appartements dans les villes et dans les communes. Il faut savoir que la moyenne européenne, comme je dis toujours, d'un appartement est de 65 mètres carrés. En Belgique, elle est de 85 mètres carrés. Comme vous savez qu'un le prix du neuf se calcule au mètre carré, vous n'avez pas besoin de dessin. Et donc, on devra construire plus haut. Ce n'est pas le but non plus de mettre tout le monde dans des cages à poules, c'est pas ce que je dis, mais on doit créer plus de diversité dans l'offre de logement. Et donc, mais ce que l'on constate malheureusement, c'est que aussi bien en Flandre, à Bruxelles qu'en Wallonie, les politiques sont assez réticents d'octroyer des permis pour construire plus haut et pour construire plus dense. Malgré que aussi bien le bourgmestre de Bruxelles que le bourgmestre en Flandre sont pour, mais suite à la réforme de l'État, la 6e réforme de l'État, c'est passé du fédéral au niveau des régions, et les régions ont transmis leurs compétences au niveau des villes et des communes qui octroient les permis. Et ce sont ces villes et communes qui sont très réticentes à l'octroi des permis, mais elles devront évoluer. Et trop souvent, on a fait une enquête auprès des membres de l'UPSI, et donc 60% des membres, 60% du secteur immobilier rencontrent des difficultés pour obtenir des permis pour construire plus dense, 75% a des difficultés auprès des villes et des communes pour construire plus en hauteur. Et en hauteur, c'est simplement pour ajouter 2 ou 3 étages, c'est pas pour faire des tours ou des blocs d'appartements ou des HLM. Donc force est de constater que les pouvoirs publics sont réticents aussi pour des raisons électoralistes. Avec les élections de 2018, ils ont peur de prendre des décisions qui pourraient fâcher les électeurs. Donc c'est essentiellement lié à des, comment vais-je dire, à des considérations électorales. Le ralentissement ou la non-autorisation de construction est liée essentiellement à des considérations électorales? Pas seulement, c'est un des facteurs. Un des autres facteurs, oui, c'est que tout est tellement complexe. Donc les règlements sont devenus tellement complexes et donc la responsabilité est au niveau des villes et des communes. Donc vous avez besoin de fonctionnaires qui sont au fait des nouvelles législations, qui sont complexes. Ils ne sont pas assez formés, ils n'ont pas assez de moyens, ils ne sont pas assez nombreux. Et puis encore, il y a l'aspect électoraliste qui vient se rajouter. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui. Si vous me permettez, par rapport à ce que M. Carrette vient de nous expliquer, je nuancerai quand même un petit peu le propos, M. Carrette. Donc j'entends bien que votre intervention est évidemment très claire. Je ne pense pas que l'urbanisme est là pour récupérer les déficiences en termes de fiscalité. Je pense que ce sont... certes, il y a des liens évidemment évidents entre les deux, mais je ne pense pas qu'en augmentant la fiscalité, on devrait permettre de construire plus, pour compenser. J'avais dit qu'il fallait augmenter la fiscalité. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, je crois que nuançons quand même un petit peu les choses. Alors, le grand paradoxe de l'urbanisme, vous le disiez effectivement, c'est que c'est une matière partagée, une matière qui a été régionalisée il y a déjà un bon bout de temps, puisque ça remonte à 1980 en région wallonne et 89 à Bruxelles, donc on a déjà quand même une certaine expérience, que le politique a un discours, comme vous le dites très justement, de densification qui ne se traduit pas concrètement. Alors, où est le problème? Vous parliez des élections, effectivement, c'est un phénomène récurrent. En réalité, mis à part cela, on constate quoi? En tout cas à Bruxelles, de manière très claire, les gros projets ne sont plus gérés par les communes. Donc cette question des élections, elle peut éventuellement interférer, mais n'est pas décisive, puisque les permis sont délivrés par le fonctionnaire délégué, qui est un fonctionnaire régional. En région wallonne, je pense que le fonctionnaire délégué, c'est quand même un peu remplumé au fil du temps, et quand on voit la liste des projets qui relèvent de sa compétence, elle s'est allongée, c'est l'article 127 du Poitup. Donc il y a quand même, aussi en région wallonne, une gestion des gros projets par le fonctionnaire délégué.
Là où le bas blesse, sans doute, c'est qu'il n'y a pas un encadrement réglementaire qui suive le discours du politique. Donc on nous explique qu'il faut plus de densité, qu'il faut construire en hauteur, que les logements devraient être plus compacts. Mais qu'est-ce que l'on constate? Quand on regarde le règlement régional d'urbanisme, on a des normes d'habitabilité qui ne sont plus du tout en phase avec la réalité. On a des règles qui, si vous voulez construire une tour, vous en empêchent parce qu'il faut se conformer à la moyenne des hauteurs des constructions avoisinantes. Et bref, on se trouve dans des situations où, pour ce genre de projet, on multiplie les dérogations. Donc on rend évidemment le permis beaucoup plus fragile, et on ouvre la porte à tous les recours possibles et imaginables. Donc la première chose à faire, c'est d'être cohérent, c'est-à-dire d'avoir un environnement réglementaire qui soit en phase avec le discours politique. Et donc ça, c'est quand même un fameux chantier à mener à bien. Mais ça veut dire quoi? Vous souhaitez qu'on remette à plat les normes RRU, ça je peux le comprendre, et parallèlement la fiscalité. Donc les normes qui imposent, parce que finalement le RRU impose un volume minimum, d'accord, encore toujours, et... Je crois qu'il faut travailler sur les deux, c'est-à-dire qu'il faut permettre une offre en logement, donc il faut pouvoir délivrer des permis, avec une certaine régulation, parce que j'entends un promoteur qui me disait, si on délivrait tous les permis en même temps, on aurait une explosion d'offres de logement et ce ne serait pas bon pour le marché non plus. Donc c'est un peu le paradoxe qui serait de se réjouir, entre guillemets, se réjouir du fait que les procédures sont relativement longues, parce que ça éliminerait en quelque sorte les canards boiteux et ça ferait une espèce d'autorégulation du marché du logement. Ça, c'est une approche, mais je pense qu'il faut, et la pression démographique est là pour le démontrer, permettre une offre en logement de qualité, mais aussi dans des délais raisonnables. Et puis, en parallèle, une fois que l'offre du logement est présente, il faut effectivement une fiscalité qui offre, comme vous le disiez, Monsieur Carnoy, des possibilités à un ménage avec 2 revenus moyens, mais d'avoir un accès efficace et effectif à ce type de logement, ce qu'on appelle les primo-acquérants, dont on ne se soucie peut-être pas suffisamment. Certains souhaitent que ce soit aussi des climo-acquérants. Monsieur Carnoy, vous voulez réagir? Une autre réaction, donc, comme M. Kotsaridis Oui. Semble légitimer l'attitude des banques, je pense que ça vaut plus pour le nord du pays, où il y avait un risque de surchauffe de bulles immobilières. En Wallonie, à Bruxelles, c'est toujours un petit peu entre les deux, quoique il y ait une paupérisation en cours à Bruxelles aussi. Je pense qu'avec le pouvoir d'achat qui est quand même beaucoup plus bas, et qui tend en termes relatifs à encore diminuer, ce risque de surchauffe de bulles immobilières n'est pas présent. Au contraire, je pense que même dans les débats sur les derniers tours de vis qu'on annonce pour l'octroi des prêts hypothécaires, je pense que c'est surtout les jeunes ménages wallons ou bruxellois qui pourraient être victimes, parce que ça leur imposera à amener encore plus de fonds propres pour décrocher le prêt, de fonds propres qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, certainement. Hein. Je parle surtout, cette inquiétude est née au moment de la crise des banques, au moment de la crise de Fortis, Belfius et autres, où les banques sont inquiétées et avec le système d'obligation BAL 3 de se recapitaliser et d'avoir des garanties sur 2 piliers, ils étaient obligés de revoir leur politique d'octroi des crédits hypothécaires. Et donc les questions, effectivement, sont surtout posées en 2010 à 2012. Aujourd'hui, avec la baisse du pouvoir d'achat, je vous rejoins que, surtout en région bruxelloise ou wallonne, la question se pose moins. Oui, mais il y a des effets pervers à cette politique, ce qui fait que les banques n'octroient plus moins de prêts aux jeunes ménages, donc les jeunes ménages ne décrochent plus le chèque habitat, et c'est une spirale. Et cette spirale touche non seulement la construction de maisons 4 façades, l'unifamilial, qui était pourtant le haut hit parade il y a encore 10 ans de la construction, mais maintenant les jeunes ménages veulent de plus en plus de l'appartement, des logements plus petits, ça M. Carrette l'a bien dit. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que la baisse de la construction neuve en Wallonie depuis un an ou deux touche non seulement les unifamiliales, mais même les appartements. L'explication, c'est quoi? Philippe de Feitz, qui je ne partage pas toutes les idées, mais il l'a bien dit, c'est les Tanguy. Les jeunes de 18 à 34 ans, pour des raisons économiques, prolongent leur séjour chez leurs parents parce qu'ils n'arrivent pas à constituer un ménage et à rassembler la somme pour décrocher leur prêt. Et donc la taille des ménages a cessé de diminuer. Un des moteurs de la construction neuve, c'était la taille des ménages qui diminuait, soit par décès dans les couples âgés,
il n'y a plus qu'un habitant pour le logement plutôt que deux, ou par décohabitation ou par divorce chez les tranches moyennes, mais cette taille des ménages a arrêté de diminuer, et donc c'est aussi un frein à un phénomène qui explique ce ralentissement de la construction neuve. Pourtant, à long terme, les perspectives démographiques restent élevées. On parle encore de 300 000, j'ai les chiffres exacts ici, peu importe, on pourra les remettre par écrit. Le nombre, la décohabitation devrait reprendre, les jeunes ménages ne vont pas éternellement rester chez leurs parents, donc on devra avoir un effet de seuil qui va réaugmenter la demande. D'après le bureau du plan, la démographie reste quand même, les perspectives restent élevées, donc on a un fort besoin quand même de stimulants pour permettre aux jeunes ménages d'accéder au logement et qu'ils puissent financer leur accès au logement. Et c'est là tout l'enjeu. Donc les grands enjeux, augmenter le parc. Pour l'instant, le parc n'augmente plus assez vite pour des raisons... Là, je vous rejoins beaucoup de choses sur l'urbanisme un peu moins. Je pense qu'il est important qu'une demande de permis ait sa réponse dans un délai raisonnable. Pour l'instant, les délais ne sont pas raisonnables. Bon, il faut que la commune puisse traiter sa demande, je suis d'accord. Donc il faut augmenter le volume du parc, plus de logements, et il faut rénover le parc. Je pense que la fiscalité est aussi un instrument fondamental pour la rénovation du parc. Les émissions de CO2 en Belgique sont beaucoup trop élevées. Le parc est vétuste et énergivore. Il y a un effort énorme à faire, notamment par la fiscalité, pour la rénovation du parc. C'est le plan climat, c'est la COP 21. Je peux quand même intervenir, parce que si on veut vraiment incentiver le neuf, l'achat du neuf, la construction de neuf, je pense beaucoup plus efficace que de travailler sur le coût du financement sur une période très long terme, c'est de travailler sur le coût de la fiscalité en amont, c'est-à-dire relatif à l'acquisition. Oui. Et comme on parle du neuf, c'est le coût fiscal, c'est la TVA qui est restée... La TVA, c'est fédéral. Une compétence fédérale. En fait, là, je rejoins M. Garrett. Il faut probablement travailler également sur cette piste-là et de bien réfléchir sur des situations où un taux TV réduit pourrait être et le chèque habitat aussi, favorisé. Ce niveau de wallon favorise la mutation de biens existants et défavorise le neuf. Et ça, c'est vraiment un gros problème. On a demandé au ministre de revenir là-dessus, parce qu'on commence à avoir des chiffres pour tirer quand même un bilan très mitigé du chèque habitat, notamment sur ce dispositif-là. Sauf que l'ancien n'est pas soumis aux normes environnementales de performance énergétique des bâtiments. Et donc, ce sont peut-être des vieilles casseroles. Et sur le marché immobilier, elles sont à des prix qui sont plus attractifs que le neuf, où du fait de la PUB, vous avez quand même un surcoût dans la construction. Surcoût qui est finalement supporté par les ménages. Pour stimuler la rénovation, on va devoir également agir sur les droits d'enregistrement, qui devraient être modulés en fonction de la qualité énergétique du bien. Un bien de mauvaise qualité énergétique devrait être plus frappé en termes de droits d'enregistrement. Un bien de bonne qualité énergétique devrait être moins frappé en termes de droits d'enregistrement. Comme les véhicules automobiles. Oui, et avec ce surcroît de recettes fiscales, on pourrait alors augmenter le volume de primes à la rénovation et on engendrerait un cercle vertueux pour renouveler le parc. On devrait aussi parler de la démolition en construction. Mais là, il y a déjà une concurrence déloyale entre le neuf et l'existant. Donc si vous voulez diminuer encore, enfin il faut absolument diminuer le taux des droits d'enregistrement, mais il faudra faire ça de manière en parallèle avec la réduction du taux de TVA. Parce que déjà maintenant, il y a un fossé entre les deux. Si vous allez encore réduire le taux des droits d'enregistrement, le fossé sera encore plus grand entre le taux de TVA et le taux de droits d'enregistrement réduit pour cause de rénovation. Donc ça, il faut y veiller. Je donne la parole à monsieur Van Eekhout. Si je peux intervenir, la région Bruxelles-Capitale avait également pensé pendant ces travaux préparatoires aux biens immeubles neufs. C'est-à-dire, le gouvernement avait opté de supprimer le bonus logement, mais bien évidemment, ça coince au niveau des biens immeubles neufs parce que le bonus logement vaut également pour les biens immeubles neufs et l'abattement pas. Donc on a dû également faire des réflexions dessus, mais on a dû constater que à cause des réformes d'État, 6e réforme de l'État et des autres réformes, que bien évidemment que les compétences ont été réparties, comme déjà dit, entre les régions et le fédéral. Et vu au niveau des biens immeubles neufs, que c'est surtout le TVA qui joue, on est un peu handicapé à ce domaine-là, donc notre marge de manœuvre est très limitée.
On peut bien évidemment mener des discussions avec le niveau fédéral, mais ça également, c'est limite. Dans le cadre déjà d'une petite évaluation de notre réforme fiscale, on a également reçu pas mal de retours parce qu'on a supprimé le bonus logement et actuellement rien n'est prévu pour les biens immeubles neufs. Mais ça, c'est la réalité. Et la réalité de la région Bruxelles-Capitale est aussi que le nombre de biens immeubles neufs est assez limité parce que aussi les terrains libres sont très rares à la région Bruxelles-Capitale. Oui, ce que je trouve tout à fait aberrant, c'est que le gouvernement bruxellois, le neuf, c'est environ 2-3% du patrimoine immobilier, partout, en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, et qu'il y a eu la révision de la fiscalité immobilière en région bruxelloise, et que le gouvernement bruxellois a pris la décision de ne pas soutenir l'immobilier résidentiel neuf. Ça, je ne comprends pas. Comme disait mon voisin, M. Carnoy, donc on est dans une époque où il faut soutenir tout ce qui est durable. Le gouvernement bruxellois a décidé de soutenir l'existant, le patrimoine immobilier vieillissant, et a laissé tomber l'immobilier résidentiel neuf, ce qui est tout à fait incompréhensible. Qui s'effondre aussi dans les chiffres. Qui s'effondre aussi dans les chiffres. Et à leur dire, se cacher derrière des réglementations européennes ou se cacher derrière le fédéral parce que la TVA est de compétence fédérale, je trouve ça un tout petit peu dommage. Il y avait d'autres solutions et on est devenu avec des solutions pour faire en sorte que le bonus logement soit également d'application pour l'immobilier neuf résidentiel à Bruxelles. Donc on trouve ça assez aberrant ce qui s'est passé. Et je rajouterais, si vous me permettez, dans la même continuité, que toute une série de réductions fiscales ont disparu. Maisons passives, maisons énergie zéro, toute une série de types de rénovation, plus aucun incitant fiscal pour finalement soutenir la rénovation, à l'exception, je pense, de la rénovation du toit qui persiste, mais c'est la seule qui est restée. Donc finalement, toutes ces mesures, que ce soit des mesures liées à la taxation, la TVA prohibitive, comme on a bien indiqué, au permis et leurs restrictions, et finalement à la finance, comme a dit M. Carnoy, ben finalement, ce n'est pas le client qui nous conduit et sa demande à l'immobilier ou à l'objet qu'on va lui construire, mais ce sont ces trois paramètres qui finalement, parce que tout à l'heure M. Carnoy a dit à juste raison, et M. Carrette, qu'on va vers des immeubles plus petits, vers des plus hauts, etc. Oui, mais c'était peut-être pas leur choix. À désir égal et à condition égale avec une autre fiscalité, peut-être que l'orientation naturelle du consommateur irait vers une autre direction. Donc, il y a un impact sur la fiscalité, sur les choix du consommateur, et sur finalement le marché immobilier qui tente à garder le cap, mais qui n'est absolument pas aidé par cette nouvelle régionalisation et la politique fiscale, je pense, qui est menée. Merci. Je veux ajouter qu'on a carrément, en effet, supprimé toutes les réductions qui ont été transférées dans le cadre de la 6e réforme de l'État, comme isolation de toit et sécurisation contre le vol, etc. Pourquoi la région Bruxelles-Capitale a opté pour faire cela? Parce qu'on a constaté que peu de ménages en bénéficient et l'utilisent. C'est peu connu et c'est rarement utilisé et le budget qui vient avec, c'est également anecdotique. Donc la région Bruxelles-Capitale, c'est une région la plus petite avec een schaalnadeel, laten we zeggen, si on le compare avec les autres régions. Et donc on ne voulait pas soutenir des politiques qui ne changent pas grand-chose. Donc, on voulait vraiment simplifier notre fiscalité, de le rendre plus avantageux pour les Bruxellois. Et donc, si on constate qu'à cause d'une régionalisation des compétences, que c'est rarement utilisé dans une région, il n'y a aucune raison de le soutenir. Par exemple, si je me réfère à des réductions pour isolation de toit, il y a également des autres systèmes qui existent, comme par exemple des primes. Donc, on ne voulait pas soutenir un double emploi de ces systèmes. Voilà. Enfin, vous dites que les primes ne sont pas utilisées, mais la région, qui est une petite région, puisque vous le dites vous-même, doit faire connaître ces mesures et les promouvoir. Donc, si elles ne sont pas utilisées, est-ce que ce n'est pas justement parce qu'il y a une mauvaise communication du côté des pouvoirs publics? À cela, je veux dire que des réductions déclarées dans l'IPP, quand est-ce qu'un individu peut en bénéficier? Ça, c'est toujours après faire des investissements. C'est une année plus tard.
Donc l'investissement doit être quand même fait. Et donc un prime, c'est souvent au moment de l'achat, au plus proche au moment de l'achat. Donc ça, c'est plus direct, plus efficace que l'autre système. La taxation, le précompte immobilier est perçu par la région et repart rétrocédé aux communes, aux 19 communes. Donc la réponse est les communes sont exsangues financièrement, donc les recettes doivent bien venir de quelque part, de nouveau de l'immobilier. C'est vrai que la notion d'improductivité est conçue de manière extrêmement restrictive. Donc il faut que l'immeuble soit rasé. Voilà, il n'existe plus. Alors, pour ça, c'est abandonné. Oui, parce que justement à Bruxelles, la réduction pour improductivité a été supprimée parce que c'est déjà rarement utilisé et avec pas mal de jurisprudence derrière. Pourquoi la région l'avait supprimé? C'est qu'il existe déjà un leegstandsheffing. Donc c'est une amende dès que ton bien immeuble est vide, quoi. Et donc d'une manière, donner une amende parce que ton bien immeuble n'est pas utilisé, et d'autre manière, via une taxe, de dire, OK, je vais te donner une réduction parce que c'est vide, ça donne des conflits d'intérêts. Donc, à nouveau, si on veut faire une politique cohérente, il faut dire, OK, si on veut se battre contre le leegstand, disons, il faut suivre une politique cohérente et de ne plus donner ou de ne plus soutenir un instrument fiscal qui donne lieu à pas mal de litiges et qui est aussi un double emploi et voire même un incentive négatif contre le leegstand. Je pense quand même, si on regarde la nature des impôts que vous mentionnez, je comprends la logique, mais il y a quand même sont deux impôts tout à fait différents. Il y a précompte immobilier qui en fait c'est une rémunération, une taxation sur un revenu fictif, ce qui n'est pas le cas si le bâtiment est vide. Par contre, je ne connais pas le mot en français, le leegstandsheffing, c'est une contribution. Oui, c'est sur une situation qui est là au moment même. Donc je pense qu'il y a quand même une grande différence et ça pourrait être une réflexion en fait je suis d'accord, pour réduire les coûts pour les constructeurs. En plus, oui, parce que je voudrais revenir sur ce point également. Oui, c'est vrai, d'un côté, taxer une situation de vacances et en même temps de, soi-disant, favoriser une situation de vacances par une réduction de précompte immobilier, ça semble être contre-intuitif, contradictoire, mais je pense plutôt que l'instrument du précompte immobilier pourrait être utilisé pour favoriser un redéveloppement. Et ici à Bruxelles, il y a beaucoup de zones qui sont délabrées. Pourquoi pas favoriser par le biais d'une réduction de précompte immobilier le redéveloppement d'un ancien bâtiment bureau vers des anciens, par exemple. C'est toutes les opérations. Sur quelle base lever le précompte? Sur base du revenu cadastral qui est devenu obsolète, qui ne peut plus arriver. Oui, mais non seulement le précompte immobilier, à Bruxelles, c'est également les taxes régionales sur les bâtiments et c'est les taxes communales sur les immeubles, non d'habitation, mais des immeubles de bureaux. Donc, en fait, tout projet à Bruxelles qui est conçu à redévelopper un ancien immeuble délabré de bureaux vers de l'habitation est affecté par précompte immobilier, taxe régionale, taxe communale. Et donc, pour moi, c'est une pénalité. C'est une pénalité, quelque part. Et je pense que là, on peut, si on parle de vieux bâtiments et l'acquisition de vieux bâtiments, on parle aussi des droits d'enregistrement qui, si on se compare aussi avec les pays autour de nous, sont très élevés. On parle plutôt de 5-6% dans les pays voisins. Et maintenant, c'est 10 à 12,5 et même 15 en Wallonie pour le troisième bâtiment. Donc là, d'après moi, ça a un effet vraiment négatif sur la liquidité du marché. Et je pense que ça c'est en fait le plus important pour un marché comme la Belgique. Enfin, on est petit, donc on n'a pas la grande taille, donc on doit être lean and mean là-dedans, je pense.
Ok, j'ai deux choses. D'abord, Monsieur Carnoy, tout à l'heure, vous avez évoqué la modulation des droits d'enregistrement pour favoriser le redéveloppement de la construction neuve. Vous verriez cette modulation se faire dans quel ratio? Ou, si je m'exprime autrement, est-ce que, par exemple, le fait d'instaurer une portabilité des droits d'enregistrement telle qu'elle existe en Flandre serait un avantage quant à la mobilité et au redéveloppement? C'est ma question. La portabilité est certainement quelque chose à soutenir également. D'accord. Ouais. Mais le cœur de réflexion que nous avons sur le droit d'enregistrement, c'est plutôt comme instrument pour favoriser le renouvellement du bâti, oui, la rénovation. Et nous sommes engagés au niveau wallon dans l'Alliance emploi-environnement du gouvernement wallon avec des objectifs très ambitieux pour réduire l'impact CO2 de la Wallonie. Vous savez que l'impact CO2, on le réduit comment? En agissant sur le parc automobile, donc en développant les transports en commun, par l'industrie, qu'il faut le rendre plus propre, et également par la construction, le bâti, le tertiaire et le résidentiel. Le neuf, lui, est maintenant très performant. Il ne faut pas qu'il le soit trop, parce que sinon on arrive à un effet pervers. Ça coûte plus cher que le gain, mais bon, avec le cost optimum, c'est très technique. Reste le défi de la rénovation du bâti public et privé, qui est de très mauvaise qualité. Alors pour le bâti public, on peut trouver des instruments comme le tiers investisseur ou des fonds comme Ureba, Renowat. Ça permet de contourner également les normes SEC 2010 pour les experts. Parce que même les provinces et les communes ne peuvent plus s'endetter pour rénover leur propre maison communale, si j'ose dire. Donc là, on essaye de trouver des systèmes qui permettent de déconsolider. Mais pour le bâti privé, bon, là, comment financer? Bon, on doit voir le ministre Lacroix dans les prochains jours. Comment financer l'Alliance au plan environnement? C'est plus d'1 million de logements wallons qui sont des passoires qu'il faut rénover. On connaît les contingences financières de la région wallonne, donc on réfléchit. Et parmi les pistes en réflexion, il y a des ateliers pour l'instant en cours, ce serait effectivement donc de moduler les droits d'enregistrement en fonction de la qualité énergétique. Ça pourrait aller de combien à combien? Les hypothèses que l'on fait tourner dans les modèles économiques et statistiques maintenant, ça va de 7% à 21%. Mais ce sont des hypothèses chiffrées, c'est pour voir ce que ça donne au bout du modèle. Mais donc c'est un ordre de grandeur. Donc on récompenserait le bâti performant et on pénaliserait. Oui. Mais par contre, le bâti moins performant, évidemment, coûterait moins cher, mais il serait plus frappé. Et donc ce serait un incitant à rénover. Et on prolonge le même raisonnement aux droits de donation et de succession. Là, je pense que la région flamande a déjà fait un pas de toujours en avance. Oui. Donc on pousse également que via les droits de succession et de donation, un bien qui ou un bénéficiaire de droits de donation de succession qui s'engagerait dans un délai déterminé à rénover énergétiquement son bien, aurait une diminution des droits d'enregistrement. Des droits de succession. Oui, un abattement sur les droits de succession ou de donation. Voilà. Un abattement sur les droits de succession. D'accord. Sur le droit d'enregistrement. Ah, parce que vous parliez aussi des droits de succession. Donc je pensais que. Les droits de succession, c'est une variante des droits d'enregistrement. Ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui ait la peine d'investir dans la rénovation de son bien avant de le léguer, puisse voir ses droits, les droits de succession, être abaissés? Oui, mais non, c'est ex ante, ex post. Bon, c'est ex post ante, oui. D'accord. Mais c'est bien ça l'idée de base, effectivement. D'accord. Et ça devrait se traduire, en tout cas au début, par un surcroît de recettes à la région, qui financerait alors les primes à la rénovation, les prêts à taux zéro, Ecopac, Rénopac pour ceux qui connaissent. Avec les taux d'intérêt actuellement très faibles, les prêts à taux zéro sont moins attractifs. Mais bon, c'est quand même un système qui marche. Il y a un fonds de roulement de 100 millions d'euros, enfin de 80 millions d'euros à la région wallonne, qu'on aimerait bien relever à 100 millions d'euros. Donc la région prête à un ménage qui rénove son habitation et qui rembourse après par tranche. Et alors ça fait un fonds de roulement et ça c'est efficace aussi. Quelqu'un qui veut intervenir sur cette réflexion? Olivier, Monsieur Carré, vous vouliez dire? Vous vouliez réagir à l'intervention de M. Van Eekhout? Oui, je voulais dire au fait que, concernant ces précomptes immobiliers, mais très brièvement, que Bruxelles est la seule région où vous ne pouvez pas obtenir une exonération des précomptes immobiliers durant les travaux de lourde rénovation.
en Flandre et en Wallonie, vous pouvez obtenir une exemption de votre précompte immobilier durant les travaux de rénovation si vous prouvez qu'il y a une improductivité qui n'est pas liée de votre propre fait. Donc si vous prouvez, par exemple, vous dites que c'est un agent immobilier qui s'occupe de la mise en location de votre bien, que vous avez introduit un permis pour rénover votre bien, à ce moment-là, vous pouvez obtenir une exonération du précompte immobilier, ce qui est tout à fait logique et normal. À l'époque, la région de Bruxelles-Capitale avait annulé cette possibilité pour aller à l'encontre de la spéculation. Mais là, on parle de deux choses complètement différentes, comme on disait tout à l'heure. D'une part, il y a la spéculation des gens qui laissent leurs biens vides, et c'est normal qu'ils soient taxés. Mais de l'autre côté, des gens, des promoteurs immobiliers qui font l'effort pour investir dans la région bruxelloise, qui doivent continuer à payer un précompte qui, par la suite, vont le transférer dans leur prix de vente vers l'acquéreur. C'est pas du tout logique. C'est bien la preuve que l'immobilier à Bruxelles est la vache à lait. Je pense qu'il faut aussi dire que la région Bruxelles-Capitale a déjà fait pas mal de choses au niveau du précompte immobilier et va encore faire pas mal de choses en vue de la reprise du précompte immobilier par la région en 2018. Là, c'est surtout la simplification qu'on veut encore réaliser parce qu'à nouveau, on est une petite région avec moins de ressources, avec une taille plus petite que l'SPF Finance et de cette façon, on veut soutenir c'est quand même le but de soutenir une législation très simple. Pour revenir au immobilier, aux fiscalités immobilières, je pense que la région Bruxelles-Capitale est la seule région qui a récemment changé pas mal de choses à ce niveau-là. Je pense que c'est la première région qui a eu le courage de changer un instrument efficace, comme par exemple le bonus logement, et de le changer par l'abattement, par un abattement majoré, un instrument qui est plus efficace que le bonus logement. Donc pourquoi soutenir quelque chose qui est moins efficace que par exemple l'abattement? On a aussi fortement réduit les droits de donation pour des biens immeubles, qui est aussi un avantage non négligeable à mon avis, pour tout le monde, aussi pour des pour pas mal de gens. On a fait une réforme fiscale en 2016, en 2017. Les réformes vont se continuer. On va faire après, à part les reprises de l'impôt de SPF Finance, une réforme des taxes de circulation. Donc je pense que c'est une histoire qui se continue. On est vigilante. On essaye aussi d'écouter le terrain. Et peut-être, et si nécessaire, je pense que le gouvernement va faire le nécessaire pour faire des adaptations, si nécessaire. Voilà. J'ai une réflexion par rapport à ce que vous disiez sur le fait d'encourager la rénovation vers des choses qui sont un peu plus éco-responsables. À partir de quel niveau vous pensez que ça devient vraiment un incitant? C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de le faire pour ça. Vous avez évalué plusieurs, vous parlez de 17 à 21%. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui pourrait être la juste mesure pour tout le monde en fait, et finalement pour les caisses de l'État et pour la personne qui investit? Et puis peut-être pour vous aussi. C'est trop tôt pour citer un chiffre. Peut-être que mes experts pourraient en décryptant les modèles, vous répondre. Ouais. Mais il faut effectivement atteindre un certain niveau d'incitant, parce que quand la prime est trop faible, oui, ou quand le soutien fiscal est trop faible, le ménage ne bouge pas. C'est qu'il faut effectivement monter assez haut dans le soutien fiscal ou financier pour avoir un effet levier. Et c'est ce qu'on constate avec le chèque habitat aussi. Hein, oui, mais... C'est ce que vous cherchez, c'est ce niveau-là. Est-ce qu'il y a aussi une façon d'emballer les modèles tournent, mais c'est trop tôt pour donner des résultats. Est-ce qu'il y a une façon aussi d'emballer ça qui peut être intéressante pour les ménages, justement? C'est-à-dire peut-être qu'ils ne sont pas... On en parlait tout à l'heure de la communication. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelques années, la région communiquait beaucoup sur les primes énergie Ecopac, Renopac, et depuis quelques années, ils ne communiquent plus. Résultat, le budget des primes n'est pas consommé. L'enveloppe a diminué, mais le peu qui reste dans l'enveloppe n'est même pas consommé. Vous confirmez. Hein. Donc j'ai un petit peu l'impression que la politique fiscale et de primes sert plus, ça a été dit par d'autres intervenants, à faire des économies budgétaires à la région ou à faire des transferts vers les communes, plutôt qu'à mener une politique démographique ou sociale. Bon, il y a aussi l'aspect social, mais avec cette priorité aux aspects financiers, on voit qu'il y a des effets
pervers. La construction neuve qui diminue trop, ou en région Bruxelles-Capitale, le transfert vers les droits d'enregistrement qui ont situé la construction neuve, différents effets pervers. Et donc j'en appelle à un retour à des considérations plus liées à l'immobilier dans la fiscalité immobilière. On parle beaucoup des smart cities. Les smart cities, ce n'est pas que des gadgets technologiques, avec des feux rouges, avec des petits panneaux solaires. C'est aussi un urbanisme intelligent, c'est aussi une fiscalité intelligente. Les smart cities, donc, ce sont des mesures de gouvernance qui doivent inciter les autorités à arriver à des résultats vertueux en termes d'équité sociale ou de stimulation économique ou de réponse aux défis démographiques. Et en ce sens-là, pour moi, la fiscalité fait partie d'une smart région. Alors, Monsieur Carnot, quant aux smart cities, et il existe un baromètre qui a été établi par Liège, l'université de Liège, quant à la Smart City Institute. Voilà, quant à la perception des smart cities et à la façon dont les communes perçoivent les smart cities. Alors, je vous invite vivement, c'est un très très bon journal, La Libre Belgique. Vous aurez. J'ai lu, c'est vous l'avez vu? Oui, une dizaine de jours. Ah, oui, merci. C'est quand même révélateur. D'abord, l'enquête qui a été faite montre que 1/3 seulement des communes ont répondu, et qui, parmi ce tiers de communes, quelles sont celles qui ont vraiment une approche Smart Cities? C'est ridicule, c'est 10%. Oui, parce qu'on ne sait toujours pas ce que c'est une Smart City. On est d'accord. Voilà. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Et l'appellation Smart Cities, moi, c'est plus qu'un gadget technologique. Oui, on aurait poubelle qui avec un petit signal quand elle est pleine. Voilà, on aurait pu appeler ça Wise ou Clever ou ce qu'on veut, mais le Smart, c'est vrai qu'on ne va pas rendre une ville intelligente parce qu'on mettra des feux rouges avec des petits panneaux et l'intelligence continue à appartenir à l'homme. Les mesures qui sont très importantes, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, pourtant je sais que l'UPSI est attaché aussi, c'est la démolition et reconstruction. Oui. Qui a un taux de TVA de 6%, c'est très bien, mais seulement sur 32 communes belges, qui est beaucoup trop peu. Et uniquement, c'est une bizarrerie. Et uniquement pour au profit du maître d'ouvrage, pas au profit de l'acquéreur d'un bâtiment, d'un appartement neuf, démoli et reconstruit par un professionnel. Donc c'est une aberration, mais c'est le point que je voulais faire aussi. On a lu dans les médias la semaine passée, je crois, il y a 10 jours, que le déficit budgétaire de l'État fédéral était de 7 milliards et que donc l'année prochaine, il devrait trouver 7 milliards. Ça veut dire que toutes les mesures avec lesquelles on pourrait arriver, qui coûteraient le moindre eurocent, seront balayées aussitôt de la table. Et donc ici, cette mesure, moi je dis toujours aux politiciens que je rencontre et aux gens de l'administration, il ne s'agit pas d'une réduction de 21% à 6% de TVA, il s'agit d'une augmentation de 0% à 6%. Parce que le but de cette loi, c'est de s'attaquer aux chancres urbains, aux usines désaffectées. Et donc les privés n'ont pas le know-how, n'ont pas la surface financière pour s'attaquer à ce genre d'immeubles. Donc ça veut dire que ces chancres urbains, ces usines désaffectées, restent là telles quelles. Et donc n'engendrent aucune recette. Donc au lieu de laisser les professionnels de l'immobilier s'attaquer à ces chancres urbains et à redynamiser ces sites, à créer de la valeur, à créer des recettes, aussi des impôts, via le précompte immobilier, via la TVA, via toutes les sortes d'impôts que nous connaissons, eh bien non, on reste là et on regarde, tout simplement parce que les politiques ont peur que ça coûte de l'argent. Mais ce n'est pas le cas. Donc on l'a déjà dit et redit aux politiciens, mais donc c'est la peur du coût, mais qui est tout à fait injustifiée. Alors deux choses, et puis je passerai la parole. Quand vous dites, Monsieur Carnoy, qu'il y a un effondrement du marché du neuf, en Wallonie et d'une façon générale du marché de la construction, si on n'intervient pas, ça va aller. C'est quoi la limite? Où est-ce que ça va casser? Le mot effondrement est un petit peu excessif. Je ne voudrais pas non plus faire du catastrophisme. Non. Mais on constate vraiment un recul qui devient inquiétant. Oui. D'accord. Et il y a une série de facteurs. Oui. Bon, le quatuple qui est beaucoup trop contraignant, j'espère que le code d'été, maintenant qui entre en vigueur dans 15 jours, oui, va le résoudre. Peut-être pas tout de suite, mais parce que les communes, elles, ont peur de ce délai de rigueur qui va contraindre les communes à répondre plus rapidement. Les communes disent qu'ils n'ont pas le personnel. Enfin là, on espère que le ministre, et qu'avec les logiciels informatiques, le rythme de délivrance des permis va pouvoir s'assouplir. Oui. Bon, alors il y a le problème des banques où je déplore, enfin je comprends l'attitude des banques au niveau du nord du pays, au niveau du sud du pays. Je pense que les banques doivent avoir une attitude différente, s'adapter au pouvoir d'achat des ménages du sud du pays. On ne peut pas appliquer les mêmes solutions au nord et au sud du pays.
Et alors, démographiquement, les perspectives à long terme restent porteuses, mais pour l'instant, les jeunes ménages sont paralysés. Ils ne savent plus franchir le pas pour accéder au logement. Alors que ce soit par l'accès à la propriété, je pense qu'il faut encore préserver l'accès à la propriété. Ça reste quand même une forme de promotion sociale, l'accès à la propriété qu'il faut encourager, mais vous avez l'accès au logement par la location aussi. Pour l'instant, le taux de locataires, et c'est historique en Belgique, le taux de locataires a recommencé à augmenter au détriment du taux de propriétaire, alors que depuis 30 ans, le taux de propriétaire tendait à augmenter. Si on regarde les pays voisins, le taux de location est plus élevé chez les voisins. Oui, la Belgique faisait exception. Et donc, on comprend d'autant moins le taux de 15% que le gouvernement wallon a instauré, c'est le droit d'enregistrement sur le troisième logement, parce que demande maintenant le marché? C'est des appartements, donc des immeubles multirésidentiels, donc des investisseurs qui investissent en immeubles. On est directement au troisième logement. Donc ce taux de 15% sur le troisième immeuble va à l'encontre, je vais modère mon vocabulaire, parce que c'est enregistré, va à l'encontre, je pense, d'une politique qui répondrait aux besoins du marché et d'accès au logement des jeunes ménages, par le biais de la location. Oui, moi je voulais juste souligner 3 petits points. L'un, c'est l'optimisation fiscale, que Mme Salma a très bien fait de relever. L'autre, c'était la distorsion et la portabilité dont on a parlé. Pour ce qui est de l'optimisation fiscale, une étude très récente de l'Université de Glasgow, d'où je viens il y a 2 jours, a démontré que la récolte de l'assiette de l'impôt et la récolte de l'impôt, parce qu'une chose est l'assiette et l'autre est de savoir l'encaisser. Donc le mécanisme de récolte de l'impôt fonctionne le mieux entre 10 et 12%. Donc ce serait les taux optimales qui pourraient faire un effet levier d'incitants fiscaux dans les matières win-win entre l'État et les éléments de fuite budgétaire. Quand tu dis 10-12%, ça comprend la TVA aussi? On parle de la TVA. Oui, tout à fait. Et également, donc, en matière de droits d'enregistrement, que vous avez soulevé, de précompte immobilier, on peut quand même saluer qu'à la région bruxelloise, pour la première acquisition, il y a un abattement magnifique sur la tranche de 175 000 €, qui génère tout de même 13 000 € de réduction sur la première acquisition. Si on devrait être en Wallonie, on a une réduction totale de 1520 x 2, de 3001 € pour le même immeuble, et en Flandre, de 1824 € toujours pour le même immeuble. Donc on voit quand même qu'il y a une fameuse distorsion. Et vous parliez de portabilité tout à l'heure, elle ne s'applique qu'en Flandre, pour des biens flamands, pour des biens localisés toujours là. Ce qui fait que finalement, on est en train de faire 3 laboratoires en Belgique. C'est l'essence même de la régionalisation, j'en suis conscient. Mais comme il y a tout de même 3 politiques qui ne tendent pas à converger, mais à diverger de plus en plus, on va voir les effets. Je pense qu'il nous faudra 10 ans pour tirer les premières bonnes conclusions et finalement avoir des adaptations, voire une harmonisation. Parce qu'on va faire une focalisation aussi du citoyen dans une région qui va se retrouver dans une prison à ciel ouvert, puisqu'il ne pourra peut-être pas demain se délocaliser toujours en Belgique, mais vers une autre région, en raison de réductions auxquelles il ne pourra pas bénéficier, notamment liées à la portabilité, qui devrait s'étendre de manière verticale pour les biens en Flandre, mais également de manière horizontale pour toutes les régions, pour certains biens, et notamment parce qu'on peut très bien être à Bruxelles, travailler en Flandre et vieillir à Arlon. Oui, tout à fait. Bien intervenu. Je voudrais faire une petite nuance par rapport aux propos qui ont été faits relatifs à le coût très élevé de l'acquisition. Le 15%, mais 12,5%, c'est aussi très élevé, 10%. Une petite nuance, c'est vrai qu'en Belgique, le coût de l'achat est très élevé par rapport aux autres pays. On a fait une étude à Deloitte il y a quelques années. Effectivement, on a le numéro 2, 3 en Europe. Mais, par contre, si on prend un exercice sur une période de 20 années, et on tient compte également du bonus logement, et donc du fait que lors d'une future vente, les plus-values ne seront plus imposées à partir d'un certain délai. Si on prend tout ça en compte et on compare de nouveau sur un tel horizon avec les autres pays en Europe, on est quand même très bien. On est moyen ou dans la première tranche, première moitié de la classe. Donc je voudrais quand même faire la petite nuance. C'est non seulement le coût fiscal
relatifs à l'achat, mais également à la fiscalité pendant la durée. Je me permets une remarque. Je l'avais indiqué dans mon papier. La fiscalité immobilière représente 4% du PIB en Belgique. C'est le taux le plus élevé pour les pays européens. En Hollande, c'est 1, en Allemagne, c'est 1,4. Ce que vous dites est un peu en contradiction avec ces chiffres. Vous dites que nous sommes bien au bout d'un certain temps. Que la fiscalité... Oui, allez-y. Oui, en fait, l'exercice hypothétique, c'était quoi ? C'est on prend un ménage qui achète une maison et qui, de manière, avec un emprunt bancaire, qui déduit une partie du coût bancaire via le système de crédit d'impôt et qui, pendant 20 ans, vend sa maison. Donc, en fait, là, il y a différents éléments qui sont relevants, non seulement les droits d'enregistrement, mais également la taxation ou la non-taxation de la plus-value lors de la vente. Et c'est quelque chose que d'autres pays voisins n'ont pas. Je pense que c'est difficile d'en tirer des conclusions par rapport à est-ce que la contribution de la fiscalité immobilière à la trésorerie quelque part, est-ce que c'est haut ou bas par rapport à d'autres pays? Je pense que ce sont deux choses différentes. Alors, je disais ça parce que dans la mesure où le déficit budgétaire de l'année prochaine est de 7 milliards, je ne sais pas où ils vont aller le chercher, mais... pardon ? Moi non plus. Il y a quelqu'un qui sait où ils vont aller le chercher. Donc, si personne ne sait où ils sont, à mon avis, on pourrait peut-être bien avoir le chiffre de la fiscalité immobilière dans le PIB augmenter jusqu'à 4,5 ou 5, quoi. C'était ça un peu ma question. C'est ce que nous craignons, parce qu'avec l'immobilier, on ne peut pas le mettre sur son dos et s'enfuir avec. Donc c'est pour ça, nous sommes une proie très facile, mais à force de jouer ou de tirer sur la corde, elle casse. Donc il faut faire très attention, et on s'appauvrit très rapidement si on commence à jouer à l'apprenti sorcier avec la fiscalité immobilière. Je voudrais juste rajouter que en matière de fiscalité européenne de l'immobilier, c'est vrai que la Belgique a parfois des taux élevés. Mais nous sommes un pays qui permet des déductions à beaucoup de niveaux et d'échelles. Et il y a d'autres pays qui ont effectivement des taux plus élevés, mais qui ne taxent pas sur la valeur du bien sur base du compromis et du prix de vente, mais sur une valeur barème, sur une valeur vénale. Ce qui fait que l'un dans l'autre... Oui, c'est vrai que nous sommes dans le haut du panier parce que nos revenus immobiliers ne sont pas similaires à des revenus professionnels comme c'est le cas dans pas mal de pays européens. Mais d'un autre côté, nous avons une tendance constante de voir la taxation immobilière s'élever. Quand j'ai commencé la fiscalité, je crois que l'index du revenu cadastral était de 0,9 et je pense qu'aujourd'hui il est à 1,72. Donc il y a une évolution. Donc ce fameux paradis fiscal tend quand même à l'être moins. Voilà. D'accord. Quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ? Mais peut-être ajouter un mot, c'est que on a parlé de fiscalité fédérale, on a parlé de fiscalité régionale. On ne peut pas perdre de vue non plus d'autres phénomènes qui gravitent autour de la fiscalité et qui ont néanmoins aussi un impact négatif sur les projets immobiliers. Alors je songe à deux choses. Premièrement, les communes, qui elles aussi ont leur règlement taxe. Donc, on parlait de la taxation sur les immeubles abandonnés, mais la taxation sur les surfaces de bureaux, la taxe sur les bâtisses. Et donc là, c'est à la bonne fortune du pot. On a des communes particulièrement imaginatives et qui partent du principe que non bis in idem, un adage qu'on sort régulièrement, ça ne s'applique pas en matière de fiscalité. Donc on peut y aller franchement. On ne peut pas taxer deux fois de la même manière la même chose. Mais donc ça, les communes, évidemment, n'en ont cure. Ça, c'est un premier phénomène. Et l'autre phénomène dont on n'a pas parlé pour l'instant, mais je sais que l'UPSI est particulièrement attentive à ça, c'est toute la question des charges d'urbanisme. Alors certes, le Conseil d'État a considéré qu'il ne s'agit pas d'une taxation, mais d'une redevance. Mais néanmoins, pour parler de la région bruxelloise, on a quand même des charges d'urbanisme à 50 € du mètre carré. Si on multiplie ça par la surface d'un logement, le net plus le brut, en grosso modo 100 mètres carrés, c'est quand même 5 000 € qui viennent s'ajouter à l'addition. Et c'est vrai que pour un jeune couple, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Quelles sont les communes les plus imaginatives en matière de fiscalité, maître ? Mais en tout cas, je peux vous dire, par exemple, que la ville de Bruxelles a un règlement taxe redevant sur les surplombs.
et qui est assez, qui procure un certain rendement. Oui. En marge d'un débat sur la fiscalité, il y a quand même d'autres instruments intéressants à mentionner qui n'ont pas encore été signalés ici. Par exemple, la TVA, bon, on se plaint qu'elle soit élevée à 21%, mais elle a été réduite récemment à 12% pour les acteurs privés qui construisent des logements loués à des opérateurs publics sociaux. Donc c'est une forme de PPP, c'est une forme de partenariat public-privé, notamment les AIS. Et ça, c'est un point positif à signaler, et ça, bon, on peut le dire, c'est également la région wallonne en compte faire. Est-ce que c'est belge? Mais en fait, il y a eu un ruling de l'administration de la TVA sur des opérations similaires en région de Bruxelles-Capitale qui a validé les 6% de TVA. Donc, Je parle de 12 ici. Ah, moi, je parle même de 6%. Donc, un taux ultra réduit. Ça, c'est pour les opérateurs publics qui construisent pour eux-mêmes. Ça, c'est 6%. Oui. Un acteur privé qui construit... pour le particulier, pardon. C'est un partenariat, après ça, pour des logements modestes, loué à des ménages modestes, peut avoir un taux de 12%. Et je pense que ce sera apprécié par le secteur. Il y a également tout ce qui est amphithéos. Comment on appelle, démembrement foncier, donc on achète les briques, pas le terrain, ou le leasing immobilier. Ça, c'est des instruments qui permettent de faire du PPP. Là, il faut faire attention parce que vous êtes avec la loi anti-abus. Et donc, là, le démembrement de la propriété, là, pour l'instant, il ne faut pas y toucher parce que vous allez avoir une requalification en vente avec les amendes et tout ce qui s'ensuit. M. Carnot veut dire des moments entre le foncier et le bâtiment avec TVA, le foncier avec tout enregistrement. Est-ce que ce n'est pas ça que vous voulez dire? Moi, ce que j'ai étudié comme modèle, c'est le Community Land Trust, donc où le foncier reste propriété d'un acteur public, mais le ménage achète juste les briques. C'était l'idée de Christos Doulkeridis dans un précédent gouvernement bruxellois, mais ça n'a jamais marché, parce qu'il fallait trouver des moyens financiers pour créer le Community Land Trust, et là, il n'y avait pas de clients. Je pense qu'à l'étranger, il y a quand même eu des opérations qui ont réussi. Mais ça rejoint le modèle anglo ou le modèle anglo-saxon de l'amphithéose et de la... Mais voilà, mais tout ça n'est pas encore mûr. Mais à mon avis, ce sont des pistes à creuser pour aller vers du financement alternatif, l'appel à l'épargne privée, les SICAFI. La région wallonne parle d'une SICAFI publique, mais non, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais bon, ça montre l'imagination qui se développe. Les charges d'urbanisme sont aussi vues par certaines communes comme un refinancement, mais bon, là aussi, je tire le signal d'alarme. On voit des communes très, très imaginatives qui taxent, qui mettent des charges d'urbanisme qui n'ont plus aucun rapport avec le projet. Voilà, c'est pour financer une crèche ou une piscine à 3 km de l'immeuble. Ça devient très contre-productif, ça augmente le coût du logement, et évidemment, c'est encore un frein en plus à la mise sur le marché d'ensemble immobilier. Absolument, parce qu'à force de toujours taxer les promoteurs immobiliers en se disant ils ont les moyens, on peut y aller, ils renoncent tout simplement. Et à un moment donné, ils renoncent et ils vont développer à l'étranger. Bon nombre de membres de l'UPSI sont déjà très actifs à l'étranger et me disent tous qu'ils vont augmenter leur activité à l'étranger. Et en Belgique, commence à se poser beaucoup de questions. Donc ça, c'est un des risques que nous courons actuellement. Vous évoquiez le risque de ce marché qui est en train de se détricoter, de ce marché du neuf. Je ne veux pas dire que c'est mais soit ils vont à l'étranger, soit ils vont parfois dans la commune d'à côté. Si on traverse ou la région d'à côté. Tout dépend de l'outil qui est considéré comme excessif par une autorité. D'accord. Parfois, c'est une commune est trop gourmande en charge d'urbanisme, mais pas la commune voisine. Ouais. J'ai eu des cas d'un promoteur wallon qui a fermé un dossier avec une commune et qui est allé faire une mention. La victime, c'est le consommateur. Il ne faut pas oublier ça. C'est pas le promoteur, parce que lui, il sait ses activités et puis c'est fini. Et commence ailleurs. Mais la victime sera le Belge, le Bruxellois, le Wallon, le Flamand. Les prix augmenteront, c'est une question d'offre et de demande, tout simplement. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Si le nombre de logements mis sur le marché n'augmente plus, la demande va augmenter, l'offre ne suivra plus et on aura une hausse des prix. Vu que tu viens de parler que les prix vont suivre, si je peux me permettre à nouveau, c'est pour ça, c'est justement la raison pourquoi la région Bruxelles-Capitale avait mené une réforme fiscale et avait justement supprimé le bonus logement. Parce qu'on a fait bien notre analyse, ça s'est pas fait dans un jour. On a fait notre réforme fiscale avec le beau monde, disons, des fiscalistes, avec pas mal de professeurs aussi. Et l'étude du bonus logement, on a fait ça également ensemble avec les KUL. Qu'est-ce qu'on a pu constater? On a pu constater qu'au moment que le bonus logement en
2005 était né, que les prix immobiliers ont été augmentés avec le prix du logement. Donc l'avantage fiscal est intégralement traduit dans les prix immobiliers. Donc je pense que le gouvernement bruxellois a eu le courage de supprimer cet instrument fiscal qui donnait lieu à des effets pervers, des effets non voulus. Par contre, on a constaté que l'abattement ne donnait pas lieu, ou en tout cas, moi, à ces effets d'aubaine. Donc je pense que, vu qu'on vient de dire qu'une régionalisation, ça peut être négatif pour les gens, parce qu'ils ils doivent rester dans leur région respective, parce qu'ils sont liés avec les avantages fiscaux d'une région ou une autre. Je pense que chaque région a ses propres difficultés, a ses propres caractéristiques. Donc par exemple, déjà, le taux de propriétaire à la région Bruxelles-Capitale s'élève à 40%. Si on le compare avec les autres deux régions, on est plutôt dans un pourcentage de 70 ou 80%. Donc le politique amené ou le politique qui vient avec est aussi, ou doit être aussi, tout à fait autrement. Donc ça peut aussi donner des bonnes choses. Je voudrais revenir une minute sur un projet qui existe en Flandre, une étude qui a été faite par la KUL, je crois d'ailleurs, sur la construction, la possibilité de construire pour densifier et pour monter sur les toitures plates, notamment les toitures plates des grands magasins. Pardon ? Absolument. Ouais. Ça n'existe toujours qu'en Flandre, je crois, cette étude. L'étude en soi n'existe qu'en Flandre, mais à Bruxelles, je sais que des grandes surfaces, les Lidl, les Colruyt et autres, ont introduit des permis pour réaliser de telles constructions. Je confirme, hein. Il y a un projet en Anderlecht permis délivré. Voilà. Près des abattoirs. Tout à fait. Voilà. Disons que le constat est assez simple. Le terrain est quelque chose de est limité, surtout à Bruxelles-Capitale, enfin la région bruxelloise, et donc il faut utiliser le territoire de manière intelligente. Et donc l'étude, qu'est-ce qu'elle démontrait ? Elle avait fait l'inventaire d'environ 350 sites en Flandre qui avaient un parking d'une taille de 5000 mètres à 15 000 mètres carrés. Donc c'est le supermarché classique, la boîte à chaussures avec un grand parking à l'extérieur. Et donc l'étude démontrait qu'en utilisant la superficie de manière intelligente, le parking vous le mettez en sous-sol, la boîte à chaussures, au-dessus vous construisez des appartements, et donc ce qui s'est libéré autour de la boîte à chaussures, d'une taille de nouveau de 5 000 à 15 000 hectares, vous en faites une zone verte, vous en faites un parc, vous en faites des terrains de sport, vous en faites sur une partie, vous pouvez même construire des appartements. Et donc c'est utiliser la surface de manière intelligente. Pour des Smart City, absolument. Pour des grandes surfaces existantes, c'est un petit peu plus délicat, mais bon, toutes ces grandes surfaces, c'est des années 50, c'est déjà des bâtiments vieillissants, lors de la démolition et la construction, il faut imaginer quelque chose de plus intelligent, et ça c'est uniquement pour les supermarchés, c'est la même chose pour les usines, pour tous les autres, pour les écoles, vous pouvez transposer cette idée auprès de tous les autres bâtiments qui ont les mêmes grandes superficies, et ça c'est intelligent. Je sais que Colruyt, Deleuze et les autres y pensent déjà et ont lancé des permis. Deleuze vient de le faire, chaussée de Waterloo. Hein. Voilà, à Wemmel, chaussée romaine, il y a déjà un bâtiment que j'ai été visiter et ça avait été filmé par RTL. Sur le toit d'IKEA aux Pays-Bas, il y a des terrains de foot et des terrains de hockey. Toutes les possibilités sont là. C'est pour ça qu'il faut être innovant, il faut de la mixité, il faut de l'intelligence, il faut de la vision. Mais trop souvent, à ce moment-là, on tombe contre l'administration qui n'a pas la même vision un peu large que... Ça, je dirais pas, j'oserais pas. Hein, mais il devrait en avoir un peu plus, peut-être. Oui. Deux petites remarques à ce propos-là. Deux petites remarques à ce propos-là sur la question des constructions sur des constructions déjà existantes. Donc là, ça fait appel à des techniques de construction peut-être qui doivent être plus innovantes. On pense à la préfabrication ou la construction bois, hein, comment rehausser des immeubles existants. Mais bon, ces techniques, on ne va pas insister. Sinon, le leitmotiv de votre question, c'est aussi la densification. Hein. C'est aussi ce qu'entre les lignes dans le code d'été, le futur bed on stop, tout ça pousse à la densification
des noyaux urbains existants dans les 3 régions et sur la durée. Et dans le cadre du débat sur la démolition et reconstruction, je pense qu'on aura peut-être des difficultés à plaider d'augmenter le nombre de communes, actuellement 32 en Belgique, dont 10 en Wallonie, bénéficiant du dispositif, sauf peut-être, nous dit-on, si on peut lier le bénéfice de la TVA réduite pour une opération de démolition reconstruction à une densification. Donc ce ne serait pas un logement démoli pour un reconstruit, ce serait un démoli pour 3, 4 ou 5 reconstruits. Et dans les noyaux urbains existants. Donc sous cette condition de densification, il y aurait peut-être une oreille attentive à l'Europe sur l'extension du dispositif de la démolition reconstruction. L'objectif étant l'utilisation parcimonieuse du sol, ce qui est un des objectifs que le politique affiche régulièrement. Qu'on peut soutenir. Il y a 20 ans, de construction durable, de développement durable. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je vous dis ça parce qu'on a fini le match. Donc, oui. Je voulais juste dire que, au-delà de toutes ces belles considérations, très utiles et pragmatiques, il y a des phénomènes nouveaux qui vont encore changer un petit peu la donne en général. Notamment les applications du genre Airbnb, les locations liées au fait que les zones sont saturées, que l'État maintenant et la région donnent la possibilité à d'autres immeubles et le vieillissement de la population qui est lié à tout ça. Et donc que certaines habitudes liées à des applications qui sont en phase de développement et en phase de lancement vont encore changer des habitudes touristiques, des habitudes d'habitation, des habitudes de la demande et de la taxation, jusqu'au moment où la taxation va être en phase avec le numérique, le e-commerce et les nouvelles habitudes du consommateur qui finalement bouge, évolue et se déplace sur le territoire européen de manière très différente par rapport à avant. Donc ça, c'est un impact qui va changer tout de même pas mal les besoins et la demande suite à l'application qu'on a sur notre téléphone et les objets connectés et autres qui vont avoir... Pour le commerce, en tout cas, c'est flagrant, parce qu'on en est maintenant, le concept de magasin phygital est vraiment quelque chose qui est totalement accepté, et on sait qu'on doit aller là-dedans, à savoir que chaque magasin doit être en même temps une plateforme informatique pour pouvoir... c'est vrai qu'il y a un gros changement.